avocat spécialisé en data, blockchain et toutes les problématiques de réalité virtuelle et de métaverse. Et donc, on accueille aujourd'hui 4 entrepreneurs qui ont pris le virage de la technologie réalité augmentée pour leurs différentes applications. Alors, en 2 minutes, Philippe, est-ce que tu peux présenter qui tu es et que fais-tu de la réalité augmentée dans ton activité ? Oui, ok. Donc, j'ai créé une société qui s'appelle la Compagnie des Rêves Éveillés. On édite une plateforme SaaS qui s'appelle XR+. Évidemment, comme son nom l'indique, on fait de l'XR, principalement de l'AR, avec une particularité qui est la solution qui permet aux utilisateurs de ne pas avoir à télécharger d'applications pour accéder aux expériences. Donc, on utilise le web XR pour cela. On a comme deuxième spécificité d'être no-code, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un développeur, on n'a pas besoin d'être un expert pour créer en quelques minutes ou en quelques heures des expériences qui sont immersives avec un storytelling très engageant pour vivre des expériences. Déborah ? Vous pouvez m'appeler Déborah si vous voulez. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Alors c'est vrai que je change souvent le nom de mes produits, mais mon prénom, a priori, ne change pas. Soraya Jaber. Et je suis la cofondatrice d'Opuscope, qui a été créée maintenant donc, il y a 6 ans, début 2016. Ça y est, ça commence à faire. J'ai l'impression qu'à chaque Virtuality, on a un nouveau produit, un nouveau projet, mais la mission reste la même. La mission depuis 2016, c'est de justement accélérer la transition vers cette informatique spatialisée, vers le métaverse, qu'on entend beaucoup depuis quelques mois. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler de notre dernier projet qui s'appelle Wonderland et qui est donc une des premières applications sociales de réalité augmentée et qui permet de placer du contenu de façon spatialisée dans l'environnement et donc en fait de partager une nouvelle vision du monde au sein de notre environnement. Donc voilà, on en parlera un peu plus ensuite. Alors, Michel ? Oui, bonjour, donc Michel Ruiz, je suis CEO de Caviar Tech. Nous, on a environ 3 ans et demi d'existence. Donc, on est sur de la réalité augmentée, on travaille sur des applications. Donc, nous, on cherche plus à retrouver une unité de lieu. Donc, on a l'unité de temps, l'unité d'action. Donc, on a fait des applications qui permettent des portails, qui permettent de se téléporter, d'aller dans un autre pays, par exemple, quand il fait beau. Et puis là, récemment, on travaille sur des applications qui permettent d'échanger dans des applications collaboratives, de voir des produits en réalité augmentée à des endroits différents, de pouvoir mettre des post-it dessus, de pouvoir parler du produit, etc. C'est un de nos nouveaux produits. Donc on travaille vraiment en réalité augmentée, unité de lieu, en fait les choses qui nous rapprochent, quoi. Voilà. Alors, Geoffrey ? Oui, alors normalement c'était Kevin, mais il peut pas être là. Donc moi je suis Geoffrey, je suis le cofondateur de PopMe. Donc comme vous le savez, il y a des enjeux dans la réalité augmentée, le métavers, tous ces mots qu'on entend. C'est le contenu 3D. Et le contenu 3D, il est difficile d'une part à le créer, après à le manager et à le déployer. Aujourd'hui, vous avez des acteurs devant vous qui le déploient en réalité augmentée. Nous, on est un CMS, donc un Content Managing System, qui va vous permettre de prendre du contenu, de le manager avec toutes vos équipes sur une plateforme, de pouvoir le personnaliser facilement en quelques clics. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être designer ou d'être codeur, c'est vraiment très simple. Et derrière, vous allez pouvoir le déployer aujourd'hui en web AR, mais demain, on va avoir un contenu interopérable qui va pouvoir se déployer dans toutes les solutions. Donc on va, avec peut-être les acteurs qui sont ici, travailler sur des façons de pouvoir travailler ensemble et de ne plus être forcément que des concurrents. Donc voilà qui on est PopMe, et je serais ravi d'échanger avec vous après. Alors, justement, puisque vous parlez des nouveaux usages, Philippe, c'est quoi vos difficultés ? C'est l'interopérabilité des contenus, des devices ? C'est la régularisation juridique ? C'est quoi ? Alors, il y a d'abord les usages faits par les utilisateurs. Et là-dessus, il y a évidemment des points de friction qui restent importants, qu'on essaie de résoudre. On a délibérément pris le parti de ne pas développer d'applications parce qu'on sait que les utilisateurs sont réticents à télécharger des applications ou encore qu'elles ont une durée de vie très limitée. On va donc être sur du web AR ou du web VR. Ensuite, avec ce développement des usages qui existent déjà, puisque les réseaux sociaux ont démocratisé quelque part les filtres pour faire des expériences, on va avoir toute la problématique de juridique, de la propriété intellectuelle, de la privacy, etc., qu'on doit bien sûr prendre en compte. Le dernier élément de point de friction, c'est qu'on est disruptif dans notre approche.
en étant no-code, c'est quelque chose qui est encore très peu connu en France, mais qui permet à tout le monde de le faire, reste à trouver des bonnes histoires, faire vivre des expériences qui soient pertinentes. La réalité augmentée, c'est jamais qu'un moyen d'augmenter le contexte de l'utilisateur, encore faut-il que cela fasse sens. Donc voilà quelques points de friction sur lesquels nous avons au quotidien un travail avec nos clients pour construire des expériences qui soient engageantes, pertinentes. Et pour toi, les difficultés de tes nouveaux usages? Pour moi, les difficultés, finalement, c'est l'onboarding, c'est faire franchir le pas à l'utilisateur qui lui-même, finalement, a une vision des fois très parcellaire de la réalité augmentée, parce que souvent, il confond avec la réalité virtuelle. Donc, quand on lui dit on va faire de la réalité augmentée, il dit c'est génial, je mets un casque. On dit non, il n'y a pas besoin. Donc ça, c'est notre premier frein. Et justement, le frein, c'est de leur dire ok, venez, essayez, tentez cette expérience, vous allez voir vraiment quelque chose de nouveau, qui est simple à mettre en place, à déployer, et surtout avec des niveaux de technicité très élevés. Donc aujourd'hui, moi, je fais visiter un appartement en 3D. Certes, il a téléchargé une application, mais je pose le plan d'un appartement. Eh ben, je rentre dans l'appartement, je me balade et je discute avec une personne qui est aussi rentrée dans l'appartement et qui est à l'autre bout du monde. Et j'ai pas de casque. Et ça, aujourd'hui, cette difficulté, c'est dire aux gens, mais essayez, c'est notre première difficulté. Et vous aussi, Soraya, votre modèle économique, c'est aussi c'est pas de télécharger des applications. On fait le tour des micros. C'est marrant cette table ronde. Du coup, c'était quoi la question? Mais c'était pour rebondir sur ce que disait Michel. Toi, tu fonctionnes aussi pareil, c'est-à-dire que tu offres différentes possibilités, mais pas forcément de télécharger des applications. Alors là, en l'occurrence, avec le pivot qu'on a effectué l'été dernier, c'est une application mobile. Donc en fait, ce qui s'est passé l'été dernier, c'est que plutôt que faire une plateforme de création immersive, donc en fait, nous, historiquement, on fonctionnait directement dans les casques de réalité virtuelle et les paires de lunettes de réalité augmentée. Donc on était partenaire de Microsoft HoloLens. On a Hotman au fond de la salle. Coucou. Également Magic Leap, de Meta sur la partie Oculus. Mais finalement, ces appareils ne sont pas encore entrés dans notre quotidien. Effectivement par manque d'usage et par manque de raisons de revenir en fait de façon quotidienne. Donc il y a plein d'enjeux aussi sur l'adoption de ces technologies et finalement l'appareil qu'on a tous aujourd'hui et qui est compatible réalité augmentée, c'est le téléphone et pour avoir une bonne expérience, alors en effet, on a le web, c'est ce qu'on permettait de faire, d'exporter des expériences vers le web pour pouvoir l'ouvrir sur n'importe quel appareil. Mais je pense vraiment que pour avoir une bonne expérience et pour pouvoir vraiment l'ancrer dans notre environnement et avoir une expérience qui donne envie de revenir en fait dans l'application et de l'utiliser, c'est important de passer par une application, par des applicatifs et de trouver justement les usages. Avec des plateformes qui permettent de facilement créer ces usages. Donc on va pouvoir tester en fait différents marchés, différents cas d'utilisation et voir ce qui fonctionne. Parce qu'en fait encore aujourd'hui, on est en 2022, les années passent, mais on n'a pas encore vraiment trouvé un peu les killer use cases de la réalité augmentée. Et c'est important, on a parlé du no-code et c'est extrêmement important justement de développer des outils, des plateformes pour facilement créer ce contenu et permettre justement aux différents acteurs, aux différents secteurs, entreprises, mais également B2C, parce qu'on est là pour parler du B2C aujourd'hui, le grand public, de pouvoir créer ces usages, adopter ces technologies et vraiment comprendre l'usage en fait derrière. Pas uniquement dire j'utilise la technologie pour la technologie. Et toi ? Là c'est un peu de la répétition, mais oui, la première des difficultés, c'est que souvent vous venez nous voir avec des briefs longs comme le bras, avec des expériences qui sont énormes, et en fait, un peu ce que disait Monsieur Michel, c'est que le plus compliqué, c'est d'abord d'essayer, et quand vous venez chercher une technologie et que vous voulez l'essayer, sachez que les utilisateurs qui vont potentiellement utiliser cette technologie pour vos marques, pour vos lieux touristiques et autres, va falloir qu'ils fassent le pas aussi. Donc faut aller, je pense, sur des choses très simples dès le départ, et c'est un peu notre vision de dire ok, on va faire du snack content, des choses simples pour commencer, et après aller sur des choses qui vont être plus complexes parce que vous aurez habitué les utilisateurs à le faire. Et c'est là où je rejoins un peu le côté app. Ok, il y a cette friction de téléchargement, mais il y a aussi une valeur ajoutée, c'est quand on a téléchargé, on a le temps d'apprendre, de s'habituer à l'utiliser. Là où le web, nous, ce qu'on fait tous les jours, il y a cette complexité, c'est du one shot. Donc la personne, soit elle a très vite compris, elle sait l'utiliser, soit vous la perdez tout de suite. Parce que les gens n'ont pas le temps d'apprendre et ils ne vont pas prendre le temps. Et comment vous voyez l'avenir de la réalité augmentée ?
On va très vite. Les usages doivent se créer, ils existent déjà. Et ils sont déjà connus selon les générations, utilisés au quotidien. Effectivement, l'approche par le web ou l'approche par les applications va d'abord donner envie et donner de la valeur à la réalité augmentée. S'il n'y a pas de valeur derrière l'effet waouh, on n'aura pas de récurrence de l'usage. Si on se projette sur le futur, avec une terminologie qui met tout le monde d'accord parce que personne n'en a la même définition, on parle de métaverse, il est probable qu'effectivement, du côté individuel de l'expérience en réalité augmentée, ou sur mon téléphone, dans mon app, ou sur ma page web, je vis une expérience individuelle, je vais passer à une dimension sociale. Et c'est quelque chose qui va permettre de démultiplier les interactions, démultiplier le temps passé, démultiplier l'attachement, et notamment dans des usages grand public, pour des marques qui vont ainsi proposer des expériences. Et je vous rappelle que l'expérience, c'est ça que le consommateur achète. C'est pas le produit. C'est le CEO de Adobe qui a sorti cette phrase. Les gens n'achètent pas un produit, mais achètent une expérience. La puissance de l'XR, c'est cette capacité à délivrer une expérience multisensorielle. Non seulement je vois, j'écoute, mais je peux manipuler le contenu, je peux me déplacer dans le contenu, je peux interagir avec le contenu, avec les autres et avec les lieux. Donc ce côté métaverse qui va permettre de faire des expériences qui, nous l'espérons, vont se démocratiser rapidement, même si c'est une vision du futur, où on va pouvoir vivre une expérience immersive en 3D, une expérience interactive, une expérience sociale, et probablement un des usages les plus globaux, les plus génériques, les plus transverses, les plus universels qui soient. Les technologies, notamment par la 5G, vont faciliter l'accès en mobilité, et on est sur un accès multi-device, donc à commencer par les smartphones des utilisateurs. Métaverse, et tout ce qui va derrière dans les modèles économiques d'une nouvelle nature. Et là, on va retomber sur des nouveautés promises ou permises par les NFT, la blockchain, le Web3, la décentralisation. Mais on est encore aux prémices de tout ça, à mon avis. Et vous, comment vous voyez l'avenir pour vous ? Moi, je le vois rose comme un éléphant. Je pense que l'avenir, au final, on a beaucoup de mal à le prédire aujourd'hui parce qu'on a une croissance exponentielle. Donc en fait, on n'a jamais connu ça. L'humanité n'a jamais connu ce qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je suis incapable de vous dire la puissance d'un processeur dans 2 mois. Et la plupart du temps, je suis explosé. Je pense que ça va faire ça et ça fait beaucoup plus. Vous regardez la fluctuation des marchés aujourd'hui, c'est juste incroyable. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on prépare un monde qui va être différent, dans lequel on va interagir avec du digital. C'est-à-dire que le digital, ça va pas... Le Web3, en fait, quand on vous parle du Web3, les gens vous donnent toutes les définitions. Moi, je vous en donne une, elle est simple. C'est qu'avant, le web, c'était un écran, vous regardiez votre écran. Alors vous le regardiez là, vous regardiez votre téléphone. Demain, l'écran, il va être autour de vous. C'est-à-dire que les assets digitaux, ils vont être autour de vous, vous allez apprendre à vivre avec. Donc vous allez commencer à apprendre à vivre avec en réalité augmentée. Et puis après, votre asset, vous allez le prendre, il va être cross-chain, et vous allez aller le transposer dans Wonderland, vous allez aller le transposer dans Decentraland, vous allez aller le transposer quelque part et vous allez l'utiliser. Et ça va être une continuité de vous-même. Mais ne pensez surtout pas que je pense que le métaverse tel qu'on vous le présente aujourd'hui sera limité au jeu. Parce que sinon, ça va intéresser qui ? Une poignée de gamers. Moi, j'ai vu, on a rencontré avec Philippe le CTO du Burning Man. Moi, je peux vous assurer, ça m'a foutu la trouille, quoi. J'ai dit, c'est pas ça le monde de demain, quoi. Je veux dire, le monde de demain, on n'a pas tous un avatar qui nous ressemble pas et qui a rien à voir avec nous. Nous, on est humains, on s'approprie le digital est à notre service. Donc, c'est à nous de faire quelque chose qui élève l'homme et qui fait que demain, ça nous rend plus forts parce qu'il y a des assets, il y a des usages, on améliore le quotidien des gens, mais on ne va pas améliorer notre quotidien en étant enfermé et sans se parler. Voilà ce que je pense. Non, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Michel. Et c'est vrai que le terme métaverse est déjà galvaudé. On l'utilise vraiment, on a plein de définitions. On dit que n'importe quel nouveau produit qui sort, c'est le métaverse. Moi, je préfère parler vraiment d'informatique spatialisée, dont le métaverse en fait fait partie. Et au final, en fait, où on aura un appareil qui permet à la fois d'être dans un environnement complètement virtuel, donc une paire de lunettes qui permet d'obstruer la réalité et d'être dans un autre monde, et également choisir en fait d'ajouter plus ou moins de virtuel dans notre environnement. Donc vraiment rester sur de la réalité augmentée. Mais on a plein de challenges, de défis techniques avant d'y arriver.
Et ça arrivera plutôt d'ici 2024-2025, pas avant. Donc c'est plus une question de quand plutôt qu'une question de si, parce qu'on y va. C'est des dizaines de milliards de dollars investis chaque année par les GAFAM et pas que, par les nouveaux acteurs également. Et justement, il faut s'y préparer dès aujourd'hui et il faut justement réfléchir les usages, pas uniquement dans le gaming, même si le gaming fait partie des premières industries à adopter les nouvelles technologies, mais il faut que ça sorte du gaming. C'est déjà le cas. La preuve, tous les acteurs qui sont présents ici et à l'international, donc on a vraiment dans différentes industries, on utilise ces technologies. Et voilà, et en fait il faut développer ces usages, voir ce qui fonctionne et voilà, et c'est un effort à faire tous ensemble, aussi bien au niveau hardware que OS que applicatif, donc les expériences, les outils pour les créer, les plateformes no code, et également aussi depuis ces dernières années donc la creator economy. Également les utilisateurs qui créent le contenu, qui vont le partager, qui vont créer justement des expériences à partager sur différents réseaux sociaux. C'est important justement de laisser en fait la possibilité au maximum de personnes de pouvoir s'approprier ces technologies et ajouter leur propre contenu. Comme aujourd'hui, on peut très facilement faire des photos, faire des vidéos, s'exprimer, faire des montages facilement sur TikTok. Bah justement, l'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est pouvoir mixer ce contenu dans notre environnement, dans notre monde physique, et créer du coup ces différents usages et rendre pertinent la technologie et ne plus parler de la technologie. Et vous, l'avenir pour vous, c'est votre... C'est difficile de passer après 3 personnes qui viennent parler de l'avenir, donc je ne sais pas si j'ai grand-chose à ajouter, mais ce qui est important, c'est de voir les usages. Nous, on le voit depuis 2 ans, donc nous, on est peut-être la boîte la plus jeune ici, on a 2 ans. Au début, les usages, c'était des agences qui venaient nous voir avec des briefs énormes, et en fait, on voyait que la technologie, elle n'y répondait pas forcément, parce que vous avez 3 téléphones sur tout le marché qui peuvent le faire fonctionner, et quand vous cherchez à toucher du grand public, si on fait une super expérience qui ne fonctionne que sur des iPhone 13, c'est compliqué de toucher le grand public. Donc déjà, il y a eu cette première évolution de se dire, ok, tous les 5 ans, le parc des smartphones change et nous, on peut amener notre technologie. Et on voit que l'usage rentre sur des petits cas. Au début, on va faire de la business card, c'est ce qu'on a pu voir dans les premiers marchés, ou de l'augmentation du papier. Maintenant, on arrive à avoir des personnes qui créent du contenu, qui deviennent honneurs de ce contenu, parce qu'aujourd'hui quand vous faites une vidéo sur Insta, on ne sait pas à qui elle est cette vidéo, et c'est pour ça qu'il y a souvent des fake news. Mais aujourd'hui, grâce à tout ce qui est tokenisé, on sait exactement qui a été le créateur, on sait exactement qui l'a acheté, et maintenant on peut venir l'utiliser dans notre monde, à nous, la réalité augmentée ou Wonderland. D'ailleurs c'est aussi de la réalité augmentée, mais il y a aussi la réalité virtuelle. Bref, vous allez pouvoir donc avoir des usages qui vont faire, ok, les créateurs en tant que marque ou en tant qu'utilisateur seul va pouvoir créer son contenu, on va pouvoir nous venir peut-être l'acheter ou les marques l'utiliser, et on va pouvoir le déployer en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Donc c'est ça qui est assez intéressant en termes d'usage. Ça avant on ne l'avait pas, et on l'a que depuis que on parle beaucoup NFT et tokenisation, etc. Donc en tout cas dans la définition des usages pour le grand public, simplicité avant, plus les téléphones et les devices augmentent, plus ça va être des expériences de meilleure qualité, et plus il va y avoir de personnes qui vont être intéressées à l'utiliser. Mais aujourd'hui, prenez votre téléphone et restez plus de 5 minutes à vivre une expérience en AR, au bout d'un moment vous en avez marre, et on voit en fait que la rétention elle n'est pas là. Par contre, faire l'effet waouh et rester et kiffer le moment, mais qui est court, ça marche très très bien. En tout cas, c'est nos usages. Je suis désolé, j'ai pas trop répondu à la question. Mais... je sais pas quoi. Et quelle serait votre conclusion? On va très très vite. Il nous reste 26 minutes. Alors, y a-t-il des questions dans la salle avant qu'on attaque la conclusion? Moi, je veux bien, mais... on va vous libérer. On peut faire un débat, voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quelle est votre compréhension? Est-ce que vous êtes déjà dans ces univers? Est-ce que vous faites de la 3D? Enfin, qui êtes-vous d'ailleurs? Parce que... qui se lance sur une question? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je suis développeur VRR, donc je travaille avec Unity pour développer du natif. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de me former sur les technologies de WebXR, mais je serais intéressé d'avoir vos pensées sur un peu le comparatif entre ces 2 technologies, parce que sur Twitter, je vois un peu des gens qui se posent la question, est-ce que ce fameux métavers, quoi qu'on veuille imaginer par là, il a plus de chances de trouver une issue globale à travers une évolution du web et des technologies à travers des browsers dédiés, ce genre de choses, ou que les premiers vont vraiment être plus des applications natives. Je pense à VRChat par exemple, en termes de création de communautés à plus grandes échelles. Donc comment vous envisagez les feature sets dans ces 2 paradigmes qui sont assez différents les uns des autres?
Ouais. Alors, comme ça, je vais répondre. Je pense qu'on a tous quelque chose et sa vision de la chose. Et bien sûr, on verra de quoi le futur est construit. Les applications constituent un point de friction, mais ont l'avantage de permettre d'embedder, de mettre dedans des contenus en très très haute résolution. On la télécharge et on y accède sans avoir nécessairement de connexion Internet. Ça reste un atout fantastique pour les applications natives. Elles nécessitent des développeurs qui utilisent Unity comme moteur, par exemple. Et puis, il faut passer par les stores, il faut les homologuer. Tout ça génère des coûts. Quand de l'autre côté, des solutions web-based, des solutions qui tournent sur le navigateur, ne nécessitent pas ce téléchargement, permettent d'être accédées en un clic, en scannant un QR code ou en cliquant sur un lien directement sur une page web où on active la caméra. Donc, l'agilité avec laquelle on fait du web est bien supérieure. Et puis après, il y a des outils no-code qui permettent, en plus de ne pas être développeur pour le faire. Donc, c'est des approches différentes. Je dirais qu'il faudrait, en fonction des usages que vous cherchez à déployer, de la récurrence de ces usages, choisir la bonne approche. Puis il y a peut-être entre les deux le meilleur des deux mondes, ce qu'on appelle les progressive web apps, qui permettent de télécharger la page web avec le contenu et de pouvoir y accéder offline. Dans la réalité augmentée, c'est des choses qui sont possibles, qui restent encore très très early stage. Mais je pense qu'il faut repartir toujours sur la valeur pour l'utilisateur final. Est-ce que c'est un usage ponctuel? Et donc faire une app pour un usage one-shot une fois, c'est probablement pas pertinent. Si c'est un usage récurrent, mais pourquoi serait-il récurrent? Quels usages sont récurrents? Le jeu, l'éducation, mais peut-être pas l'événementiel, typiquement. Et il n'y a pas une solution parfaite qui pourrait satisfaire tous les besoins. Donc ça dépend aussi de ses compétences, ça dépend de si on a des modèles 3D, ça dépend de ce qu'on veut vivre, ça dépend des objectifs recherchés bien naturellement par l'utilisateur d'un côté, mais par l'éditeur du service de l'autre. Moi, c'est comme ça que j'essaye de comprendre l'écosystème de l'entreprise, de son audience, et de proposer la solution web quand elle s'avère la plus pertinente. Je ne vais pas répondre à cette question précisément parce que je pense que comme l'a dit Philippe, il y a un vrai fossé. C'est vraiment le besoin, okay, c'est le use case, c'est le client qui décide si on va vers une app ou si on est sur du web qui est plus facile à déployer. Moi, je voudrais revenir au sujet un peu plus général et qui concerne l'AR, le VR et le Web 3 en général. Tu as dit quelque chose d'intéressant, j'ai envie de t'appeler Kevin, parce que c'était Kevin qui devait venir, je suis désolé. Et tu nous as dit PopMe tout à l'heure, il nous a parlé des NFT, il nous a parlé de la tokenisation, etc. Le marché il est en train de se retourner en fait. Le marché, si vous prenez le marché du web, entre le Web 2 et le Web 3, moi j'ai mis une définition, le Web 2 c'est un pigeon. Et le pigeon, il y en a partout. Le pigeon c'était nous. En fait, quand on vous disait c'est gratuit, c'est parce que c'est vous le client. Vous l'avez tous entendu ça. Donc, c'était un web où il y avait plein de pigeons. Puis on leur donnait quelques graines. On était dedans et on grossissait comme moi. Et puis le Web 3, d'un coup, on dit non, les pigeons, ils sont révoltés en fait. Ils en ont marre. Et ils se sont rendus compte qu'il y en avait, c'était pas des pigeons, c'était des fantastiques moineaux, c'était des créateurs de contenu qui gagnaient plein d'argent. Mais plein. Ouais, vous avez les Marseillais, ils encaissaient des salaires phénoménaux, sans cerveau. Donc ça, au bout d'un moment, vous savez, les marchés ils se retournent et on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ben, le Web 3 va répondre en partie à ça. Parce que la décentralisation qui est en train de se préparer va faire que vous allez tous devenir des créateurs de contenu, tous à votre niveau, parce que vous allez tous avoir une action qui va être mesurée, mesurable, qui va pouvoir être rémunéré, qui va pouvoir générer des revenus, mais par contre, qui va devoir être quelque part, pas réglementé, mais il va falloir de l'humain là-dedans pour qu'on ne tombe pas dans un crédit social à la chinoise. Mais c'est ce qui va arriver demain. Et en fait, le moteur de tout ça, ça va être ces expériences digitales. Ça va être le fait d'avoir une NFT en AR qui va servir à quelque chose. Ça va être le fait de vivre une expérience, de créer une expérience. Je crée une expérience. Tout le monde a vu mon expérience. J'ai créé une expérience. Tout le monde a vu mon expérience. Tout le monde est rentré dans cette expérience. Et je sais qu'ils sont rentrés dans cette expérience, qu'ils ont fait cet effort et je vais pouvoir les rémunérer.
Parce qu'aujourd'hui, la traçabilité, voilà. Et cette traçabilité, elle sera possible par une forme d'anonymisation qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché, c'est la data, c'est vos infos. C'est ça qui est vendu partout. Demain, ça embête tout le monde, hein, les gouvernements, tout ça, etc. Demain, vous arrivez, vous avez votre MetaMask, vous avez fait vos actions, eh ben, ça vous a généré des revenus dans un coin qui existe, c'est un Bitcoin, c'est un coin que vous avez décidé dans une blockchain parce que vous trouvez le projet passionnant et que vous voulez être engagé dedans, vous voulez le faire réussir, vous voulez le faire croître. C'est ça le monde de demain. Donc ce monde, il faut commencer à se poser les vraies questions et se dire, OK, comment est-ce que je vais l'adopter? Comment est-ce que je vais faire pour que je ne devienne pas encore plus gros que le principe des pigeons, un ptérodactyle, et que je retrouve ma liberté. Donc cette décentralisation, elle est hyper importante. Il faut la voir comme une lumière libératrice. Mais il ne faut pas la voir comme un enfermement dans un monde virtuel qui appartiendra à Google, Apple, qui nous vendront des maisons dans un monde méta. Est-ce qu'il y a une autre question? Désolé, on me demande de parler. J'adore, j'ai envie de rajouter des éléphants volants un peu partout et des oiseaux. Mais c'est trop bien, c'est génial parce que c'est ce que permet de faire la réalité augmentée. C'est justement ces métaphores, ces comparaisons, on peut vraiment les ajouter dans notre environnement et je suis à deux doigts de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Alors en fait, je voulais rebondir à ce que vous avez dit par rapport au crédit social chinois. Ben justement, comment vous qui êtes des entreprises, des gens qui développent dans ce domaine-là, comment vous pourrez éviter ce genre de dérive justement? C'est justement la décentralisation. Le crédit social à la chinoise, à un moment, vos informations, elles sont au même endroit. Elles sont pareilles. Les informations aujourd'hui que vous avez dans votre passe sanitaire, c'est une société qui s'appelle Akamai. C'est une société américaine qui détient toutes les datas du pass sanitaire français qui appartient au groupe Vanguard, américain, premier groupe mondial. Ça, c'est la centralisation. Demain, les données ne pourront pas être captées par des organes centralisateurs. Et tous les gens qui vont vous dire « non, mais ils y arriveront quand même », alors qu'on me montre comment on n'arrive pas à retrouver le code d'accès du gars qui a perdu son portefeuille Bitcoin et on a proposé 10, 20 millions de dollars, débloque-moi pour retrouver mes cryptos. Ils ne sont pas arrivés. C'est ce qui embête tout le monde, c'est la force de la blockchain. Encore une question? Alors on peut passer à la conclusion. Pour conclure sur le sujet évolution des usages et des technologies pour le grand public, nous, le grand public, c'est nos clients de tous les jours. Et notre objectif, encore une fois, c'est qu'on a créé une solution qui permet à vous-même demain de vous dire « Ah, mais attends, j'ai un anniversaire demain, je vais utiliser PopMe, je vais aller utiliser le scénario anniversaire, je vais le mettre, je vais le personnaliser en 2-3 clics et je vais pouvoir faire des petites cartes d'invitation anniversaire. » Donc c'est ça les usages qu'on veut faire nous demain du grand public et on donne accès à ça aux entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de pouvoir manager ce contenu, elles ont besoin de pouvoir l'utiliser facilement. Donc c'est vers ça qu'on tend et on tend vers ça parce que c'est nos clients qui nous le demandent. Et donc l'usage réel, c'est aidons les entreprises à ce qu'elles puissent déployer nos technologies. Et encore une fois, en tant qu'entreprise, lieu de culture, monument ou autre, il y a vraiment besoin de vous imaginer à la place de l'utilisateur final qui n'a jamais téléchargé d'applications peut-être numériques ou n'a jamais utilisé une web app, ce qui est encore énorme, hein. Il y a peu de gens qui l'ont fait, on parle tous de réalité augmentée mais ils ne le connaissent pas forcément. C'est la première fois qu'ils vont le faire, donc pensez à eux, faites pas une usine à gaz, parce que nous on en a fait des usines à gaz pour nos clients avec des machins, vous rentrez dedans, vous ressortez, après vous cliquez sur ça, ça ouvre tel truc. En fait, le mec il arrive de nulle part, il n'a jamais vu ça, il ouvre, il fait oulala et il s'en va. Et ça on le voit vraiment. Et quand on fait des choses très simples, on voit qu'ils restent, ils prennent leur temps, ils tournent autour, ils regardent l'objet, ils interagissent avec l'objet. Donc faites des choses simples parce que le marché aujourd'hui, en tout cas pour nos clients, je ne sais pas comment c'est de votre côté, mais ils ne sont pas encore bien habitués. Et même ceux qui sont sur TikTok, sur un Snapchat, etc., ils n'ont pas forcément l'habitude. Ils ont l'habitude de manager du TikTok, de se prendre en vidéo, de manager du Snapchat, d'avoir des filtres sur leur visage, mais ils n'ont pas encore bien l'habitude d'avoir un objet avec lequel ils peuvent interagir et le faire souvent. Donc pensez à simplicité dès le début et à force que vos utilisateurs l'utilisent, ce seront souvent les mêmes potentiellement, ils vont apprendre à l'utiliser et du coup, vous allez pouvoir apporter d'autres fonctionnalités, des trucs plus gros, plus grands, etc. En tout cas, c'est le conseil que j'ai avec la 50aine de clients qu'on a. Voilà. Je ne sais pas si c'est une conclusion, mais par rapport à
cette logique de templétisation et de création des expériences. De notre côté, on a des clients dans 80 pays qui utilisent notre plateforme, nos codes, pour créer leurs expériences. Et c'est souvent des agences pour le compte de marque. On sent qu'il y a une demande dans des pays qui sont un peu plus avancés dans ces usages que la France ou l'Europe. Et je pense notamment à l'Asie, mais aussi bien sûr aux États-Unis, où on arrive à cette notion de storytelling immersif. Donc il ne s'agit pas de faire un truc, c'est de vivre une expérience beaucoup plus riche, beaucoup plus longue, et de savoir utiliser les possibilités de la réalité augmentée pour raconter une histoire faisant sens, où finalement on va non plus avoir une histoire linéaire comme une vidéo, où on est spectateur et on peut parfois interagir avec des vidéos interactives, mais vivre une expérience. Vivre une expérience dans sa chair, en se déplaçant, en manipulant. Et donc on arrive sur des histoires beaucoup plus longues, beaucoup plus engageantes, et évidemment dans l'usage de la communication, des événements, de la publicité, du marketing. C'est évidemment ça que les utilisateurs et les marques recherchent. Évidemment, on a ici aussi deux mots qui sont usage et technologie. Tout à l'heure, j'évoquais la 5G qui va permettre de faciliter l'accès à cette expérience sans avoir de latence. Sans avoir de latence, ça voudrait dire qu'on va pouvoir faire du social. Les technologies vont continuer à évoluer et on a des nouvelles possibilités avec ces technologies qui permettent de se coupler avec la réalité augmentée, par exemple l'intelligence artificielle, où on est capable de reconnaître un objet et l'augmenter, pas seulement reconnaître une image, pas seulement reconnaître ce que Soraya appelle le spatial, c'est-à-dire le sol, les murs, mais je suis capable de m'ancrer sur un objet pour l'augmenter. D'où tout un tas d'usages, par exemple, sur la maintenance, la supervision, dans des usages qui ne sont plus forcément grand public. Autre exemple de l'intelligence artificielle, la capacité à créer des acteurs photoréalistes qui vont pouvoir s'exprimer en réalité augmentée, en les détourant, et accompagner, humaniser l'expérience. Finalement, les expériences digitales qu'on vit aujourd'hui sont souvent déshumanisées. On est face à notre écran, face à notre smartphone, mais on n'a pas la présence humaine. L'intelligence artificielle va permettre de faciliter et d'échanger. L'appareil intelligence artificielle, très utile aussi sur la numérisation en 3D du monde qui nous entoure. Aujourd'hui, il y a des technos qui permettent de faire des photos, 3 photos d'une chaise, et d'avoir son modèle 3D. L'intérêt de voir les choses en 3D, c'est pas seulement d'être immergé, c'est de voir le monde en 3D, en relief, comme nous le voyons avec nos yeux. Ce qui crée une expérience magique, beaucoup plus engageante et qui facilite des décisions d'achat par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est mon mot de conclusion, mais au final, je pense que tous, on a comme mission, avec nos moyens technologiques qui ne doivent être au service de l'expérience et pas de la techno pour de la techno, de réussir à transformer des instants éphémères, la durée de l'expérience, en souvenirs mémorables pour les utilisateurs. Que chaque point de contact, finalement, qu'on soit dans l'univers des entreprises, des marques avec les utilisateurs, se transforme en un souhait d'une expérience désirée qui va générer un envie d'une nouvelle expérience pour enrichir ce contenu et cette trace qui va générer à la fin l'engagement pour acheter le produit, pour l'essayer, pour le recommander. En tout cas, c'est dans ce registre-là que nous, à la Compagnie des Rêves Éveillés, on essaye de fournir les moyens, puisque ça s'appuie, on va dire, par la technologie et toute cette complexité qu'on essaye de faciliter avec une approche no-code. Merci Philippe. Si je voulais retenir quelque chose que tu viens de dire, qui est de raconter des histoires, je trouve que justement ces nouvelles technologies sont une excellente façon de pouvoir s'exprimer, de pouvoir raconter des histoires, de plus facilement en fait contextualiser sa pensée, mais également contextualiser un environnement, un produit. Et nous, chez Opuscope, on a commencé justement à pouvoir raconter des histoires au sein d'un secteur, le secteur culturel et touristique. Et finalement, on a évolué vers plein d'autres secteurs parce que vraiment, je trouve, ce qui est au cœur, en fait, c'est vraiment le storytelling, le story living, le fait de raconter des histoires autour d'un produit, autour d'un lieu. Et justement, les technologies, les usages ont beaucoup évolué ces dernières années. On peut le voir avec, on a parlé de scan justement d'objets. Aujourd'hui, on peut très facilement le faire. On peut le faire avec un téléphone en quelques photos. Et c'est tous ces composants en fait qui évoluent pour nous permettre justement de plus facilement créer ces expériences, de plus facilement créer ces univers. Et donc à destination, oui, du grand public, parce que finalement, on peut l'utiliser dans le secteur professionnel, raconter des histoires autour d'un nouveau produit, donc l'expérience client, mais
avec justement la creator economy et le grand public qui crée de plus en plus, qui aime raconter des histoires, qui aime s'exprimer, justement, on peut utiliser la réalité augmentée pour le faire. Et donc c'est un petit peu mon rêve avec mon Wonderland, c'est que tout le monde en fait puisse partager sa vision du monde, puisse s'exprimer, puisse vraiment comprendre l'intérêt de la technologie à partir de son contenu et l'ancrer dans l'environnement. Donc pour conclusion, moi je vous invite justement, si vous avez un iPhone, à tester l'application. Elle est actuellement en bêta. On a reçu beaucoup de feedback et on remercie, je ne sais pas s'il y a des bêta-testeurs ici, mais en tout cas on vous remercie et on avance. Merci, ceux qui font coucou. Mais voilà, n'hésitez pas, l'application est gratuite, elle restera gratuite. J'ai vraiment à cœur de justement ramener le plus d'inclusion, le plus de diversité aussi dans la création de contenu et qu'on ne soit pas uniquement limité à des lignes de code et à une certaine typologie de personnes pour créer le monde de demain. Donc vous avez les clés, vous avez la possibilité de créer ce nouveau monde et de le définir en fonction de ce qui vous plaît et de ce qui vous passionne. Merci. Et pour vous, votre conclusion ? Alors, conclusion, déjà, Philippe, vous avez déjà fait tous des super conclusions. Le rêve éveillé, c'est le top. L'expérience client au cœur, on a dit le story living, vivre quelque chose, c'est la réalité augmentée. Philippe a dit quelque chose de très important, il a parlé d'intelligence artificielle. Moi, je veux juste vous dire que, encore une fois, je reviens sur l'homme. Vous êtes au contrôle. L'AR, vous devrez apprendre à garder le contrôle. En fait, moi, j'ai pas trop de peur des Gen Z, des nouvelles générations. Elles sont nées là-dedans. Elles vont y arriver. Mais on va être nombreux à souffrir. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il va falloir faire la différence. Et on ne s'en rend même pas compte. Aujourd'hui, peut-être que vous utilisez de l'intelligence artificielle sans le savoir. Mais quand vous utilisez GPT-2 et que vous faites du copywriting, déjà, vous êtes assis, vous dites non, mais c'est pas possible. Il y a un mec qui est derrière moi, là. Il y a un gars qui a vu ce que je pensais, l'idée que j'avais, et il écrit exactement ce que j'aurais écrit à ma place. Déjà, ça vous fait peur. Juste, je vous dis, s'il y a GPT-2, c'est que GPT-3, il a été interdit parce qu'il est trop puissant. Ça, c'est la vérité. Ça veut dire que il va falloir, nous, le grand public, apprendre un nouveau monde. L'apprendre avec bienveillance, mais aussi avec beaucoup d'attention et de méfiance, en faisant la part des choses. Parce que c'est quand même quelque chose qui est complètement nouveau. Donc on va vivre nos expériences. Aujourd'hui, moi, quand on me demande l'intérêt de la réalité augmentée, c'est qu'elle limite la charge cognitive de l'individu. C'est-à-dire qu'elle me permet de prendre plus rapidement une décision. Si je pose une table, si je veux acheter un canapé, je le mets là, je vois tout de suite sa taille, sa forme, son volume, je peux changer la couleur. Eh bien, génial, je l'achète. J'ai pris une décision, je me suis projeté dans l'avenir. Donc ça veut dire que de plus en plus, on va vous donner des aides à la décision. Donc ça, c'est super. Quand on parle de réalité augmentée, je prends toujours l'exemple du GPS. Vous savez, la vie d'avant. La vie d'avant, c'était quoi ? J'avais pas de GPS, hein. Je prenais une carte, je regardais la carte, je rangeais la carte, et quand je roulais, je me dis, OK, dans 200 mètres, je dois tourner à droite. Après, je dois tourner à gauche. Oh putain, je me suis planté. Vous croyez que j'avais le temps d'appeler mon pote ou d'envoyer un texto ? Non. En fait, toute mon énergie cérébrale, elle était concentrée à reporter les informations que j'avais vues et les remettre en contexte. Aujourd'hui, on vous a enlevé ça. Et on vous dit, vous avez le temps de réfléchir. Mais c'est pas grave, vous n'avez pas le temps parce que vous écoutez la radio, vous êtes au téléphone. Là, on va vous donner de la réalité augmentée et on va vous faciliter la prise de décision. Ça veut dire qu'on va vous libérer de l'esprit pour faire la part des choses. Ça veut dire que vous, il y a une nouvelle culture, c'est OK, le digital est à mon service, je ne suis pas au service du digital, je prends dans l'environnement, j'apprends à m'en servir et je le maîtrise. C'est ça la clé de la réalité augmentée demain. Voilà ma conclusion. Est-ce qu'il y a des questions ? Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign.